Au cours des 72 dernières heures, trois noms que tout oppose en apparence se sont retrouvés enfermés dans la même équation stratégique explosive. Poutine, Trump, Maduro. Et ce qui s'est produit ne relève ni du théâtre politique, ni d'un simple coup médiatique. Nous assistons à un basculement silencieux mais profond dans la manière dont le pouvoir s'exerce désormais sur la scène internationale. Ce qui a suivi la capture de Nicolás Maduro n'a pas été une vague d'indignation, ni une tempête de discours enflammés. Ce fut quelque chose de bien plus inquiétant. Une menace froide, calculée, conçue non pas pour choquer l'opinion publique, mais pour modifier durablement la manière dont Washington pense l'usage de la force. Car cette affaire ne concerne pas seulement le Venezuela, elle concerne le précédent, elle concerne la dissuasion, elle concerne le prix caché des actions unilatérales. Et lorsque ce prix commence à s'accumuler, il ne s'arrête jamais à l'endroit où l'opération a commencé. Ce soir, nous ne parlons pas de spectacle, nous ne parlons pas de personnalité, nous ne parlons pas de titres conçus pour provoquer des émotions. Nous parlons de structure, de pouvoir, et de la mécanique silencieuse de la coercition qui opère sous la surface de la diplomatie officielle. Car ce qui a suivi la capture de Maduro n'a pas été une réaction émotionnelle du Kremlin, ce n'a pas été un accès de colère, ce n'a pas été une démonstration improvisée de force, c'était quelque chose de bien plus sophistiqué. Lorsque Vladimir Poutine a adressé une nouvelle menace à Donald Trump après la capture de Maduro, ce message n'était pas destiné à la presse américaine. Il n'était même pas destiné à Trump en priorité. Il était destiné à tous les États qui croient encore que les alliances, les garanties de sécurité et les lignes rouges conservent une véritable signification dans un système international de plus en plus dominé par l'action unilatérale. Pour comprendre pourquoi ce moment est si dangereux, il faut s'éloigner du récit dramatique et observer comment la Russie perçoit la crédibilité, l'humiliation et la dissuasion. Du point de vue de Moscou, la capture de Maduro n'était pas simplement une opération en Amérique latine. C'était un test implicite. Un test de la capacité de la Russie à protéger ses partenaires en dehors de sa périphérie immédiate. Depuis des années, la Russie se présente au Sud global comme un contrepoids à la domination américaine, une puissance capable d'offrir coopération et protection sans conditions politiques. Mais ce récit ne tient que si les garanties russes sont perçues comme crédibles. Le jour où Maduro a été retiré du pouvoir sans résistance réelle, ce récit a été directement menacé. La réaction de Poutine n'était donc pas centrée sur le Venezuela. Elle était centrée sur la restauration de la crédibilité russe aux yeux de tous ceux qui observent silencieusement l'équilibre mondial. La menace adressée à Trump visait un objectif précis: empêcher que cet événement ne devienne un précédent. Car ce que les grandes puissances craignent le plus, ce n'est pas l'incident, c'est la normalisation de l'incident. Une fois qu'une action devient normale, elle devient une option. Et lorsqu'elle devient une option, elle façonne le comportement de tous les acteurs du système. Ce qui a rendu cette situation particulièrement explosive, ce n'est pas seulement l'arrestation elle-même, mais la manière dont elle s'est produite. Rapide, silencieuse, sans la rhétorique habituelle. Dans les cercles stratégiques, le silence n'est jamais neutre. Lorsqu'un État connu pour sa communication agressive devient soudain discret, cela signifie souvent que les décisions ont déjà été prises et que la phase de prévention est terminée. Les services russes ont remarqué ce changement bien avant l'arrestation. Moins de déclarations publiques, des canaux diplomatiques plus étroits, une communication américaine de plus en plus fermée et compartimentée. À Moscou, ce schéma a été interprété comme un basculement. Washington ne cherchait plus à influencer un comportement. Il se préparait à imposer un résultat. Et cette distinction est très fondamentale. La pression peut être négociée. L'action impose une réponse. Lorsque Maduro a été saisi, Poutine n'a pas parlé immédiatement. Ce silence était volontaire. Dans la culture stratégique russe, le timing fait partie du message. Parler trop vite suggère une perte de contrôle. Attendre que l'appareil d'État s'aligne suggère l'autorité. Lorsque la menace est finalement tombée, elle n'a pas été formulée comme une vengeance. Elle a été formulée comme une conséquence. Et surtout, elle a fait comprendre une chose essentielle: le prix de l'action américaine ne serait pas payé au Venezuela. C'est là que beaucoup d'analystes se trompent. La Russie ne répond presque jamais de manière symétrique. Elle répond de manière systémique. Si le Venezuela n'est pas un terrain viable, Moscou regarde ailleurs. Elle cherche des points de pression capables de créer un inconfort stratégique plutôt qu'une simple douleur tactique. Ce que Poutine a réellement menacé, ce n'était pas de corriger l'événement passé, c'était de modifier l'environnement futur dans lequel la puissance américaine opère. Du point de vue russe, les États-Unis sont passés de l'influence à l'imposition. Et ce glissement détruit l'ambiguïté stratégique.
Il force les autres puissances à choisir entre accepter la primauté américaine ou commencer à la contester ouvertement. La menace adressée à Trump était donc avant tout une tentative de redessiner les limites du jeu. Et c'est là que commence la véritable crise. À l'intérieur du Kremlin, il n'y a aucune illusion sur l'équilibre réel des forces. La Russie sait qu'elle ne peut pas rivaliser avec les États-Unis sur le plan économique global, ni projeter sa puissance militaire partout dans le monde de manière permanente. Mais elle sait faire autre chose, elle sait compliquer, elle sait perturber, elle sait transformer chaque victoire adverse en problème stratégique. La menace formulée après la capture de Maduro reflète exactement cette logique. Elle ne promet pas une réponse directe, elle promet une reconfiguration de l'environnement. Dans le langage de la dissuasion moderne, ce n'est pas la punition qui compte le plus, c'est l'incertitude. Poutine voulait que Washington comprenne que ce qui s'est passé au Venezuela ne resterait pas confiné au Venezuela. Que ce type d'opération, s'il devient une méthode acceptable, déclenche mécaniquement une réaction en chaîne. C'est pour cette raison que la menace russe est restée volontairement vague. Pas de calendrier, pas de cible, pas de mode opératoire. Car plus une menace est précise, plus elle est facile à neutraliser. L'ambiguïté, elle, force la retenue. En réalité, la Russie ne cherche pas à venger Maduro. Elle cherche à rendre l'arrestation du prochain Maduro beaucoup plus coûteuse à envisager. Et c'est là que l'on touche au cœur du problème. Pendant des décennies, la puissance américaine a reposé sur une hypothèse implicite. Les actions unilatérales pouvaient être absorbées par le système international sans provoquer de réactions structurelles. Des protestations, des sanctions, des indignations. Puis, le monde passait à autre chose. Mais cette époque touche à sa fin. La capture de Maduro a brisé une règle non écrite. Elle a montré qu'un chef d'État, protégé par un autre grand acteur, pouvait être retiré du jeu sans guerre, sans négociation, sans effondrement immédiat. Du point de vue russe, c'est un précédent intolérable, car si ce précédent s'installe, aucun partenaire de la Russie, de la Chine ou de n'importe quelle puissance non occidentale n'est réellement en sécurité. Et dans un système international fondé sur la perception de la protection, la perception compte parfois plus que la réalité. La Russie n'essaie donc pas de sauver Maduro. Elle essaie de sauver l'idée même qu'il existe encore des limites à ce que Washington peut faire sans déclencher de tempête. C'est pour cela que la réponse russe ne se concentre pas sur l'Amérique latine. Elle se déploie sur plusieurs théâtres à la fois. Énergie, cyberespace, diplomatie, armement, routes commerciales, institutions internationales, ce que Moscou appelle en interne l'escalade horizontale. On ne frappe pas là où l'adversaire s'attend à être frappé. On frappe là où il est structurellement vulnérable. Cette stratégie a déjà été utilisée en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient, dans le cyberespace et dans les marchés de l'énergie. Elle consiste à transformer chaque point de stabilité en point de pression. Le message envoyé à Washington est simple. Chaque action unilatérale aura désormais un coût systémique, pas seulement local. Et ce message ne s'adresse pas uniquement aux États-Unis. Il s'adresse aussi à tous les alliés américains. Car c'est là que le jeu devient vraiment dangereux. Les alliances ne fonctionnent que tant que leurs membres croient que la protection est fiable et que les coûts sont prévisibles. Mais si chaque décision américaine commence à produire des effets secondaires imprévisibles, alors chaque partenaire commence à recalculer. Pas par trahison, par survie. C'est exactement ce que la Russie cherche à provoquer. Pas une rupture brutale du système occidental, une érosion lente de sa cohésion. Si chaque crise devient plus large que son point de départ, alors chaque gouvernement commencera à se demander s'il vaut vraiment la peine de s'aligner automatiquement sur Washington. Ce phénomène est déjà visible. Dans les capitales européennes, en Asie, au Moyen-Orient, les discussions ne portent plus seulement sur ce que fait l'Amérique, mais sur ce que ses actions déclenchent. Et c'est là que le paradoxe devient cruel. D'un point de vue opérationnel, l'arrestation de Maduro est un succès. D'un point de vue stratégique, elle ouvre une boîte de Pandore, car elle modifie les attentes. Elle montre que les États-Unis sont prêts à passer de l'influence à l'exécution directe. Et une fois ce seuil franchi, il n'y a pas de retour simple en arrière. La Russie l'a compris immédiatement. C'est pour cela que sa réponse n'est pas émotionnelle. Elle est structurelle. À Moscou, on ne raisonne pas en termes de punition. On raisonne en termes de dissuasion par complexité. Rendre chaque action américaine plus coûteuse, plus incertaine, plus risquée politiquement et économiquement. C'est une stratégie d'attrition psychologique. Et elle vise un point précis, le processus de décision à Washington. Si chaque option militaire commence à déclencher une cascade d'effets secondaires incontrôlables, alors la tentation de l'action rapide diminue.
Et c'est exactement ce que Moscou veut obtenir. Non pas bloquer l'Amérique par la force, mais l'enfermer dans ses propres calculs de risque. Le plus inquiétant, c'est que cette logique fonctionne même sans confrontation directe. Il suffit d'augmenter le bruit stratégique, il suffit d'augmenter l'incertitude, il suffit de rendre chaque décision plus lourde à porter politiquement, économiquement et diplomatiquement. Et pendant ce temps, le système international commence à changer subtilement de forme. On passe d'un monde où la puissance impose à un monde où la puissance est contrainte par les réactions en chaîne. La capture de Maduro n'est donc pas un événement isolé. C'est un signal que les règles implicites sont en train d'être réécrites. Et dans ce nouveau monde, ce n'est plus seulement la force qui compte, c'est la capacité à gérer les conséquences. Et c'est précisément là que commence la phase la plus dangereuse de cette crise. Lorsque les grandes puissances entrent dans une phase de confrontation indirecte, ce ne sont jamais les premières décisions qui font le plus de dégâts. Ce sont les réactions secondaires, les ajustements silencieux, les recalculs discrets dans les capitales du monde entier. C'est exactement ce qui est en train de se produire depuis la capture de Maduro et la menace russe qui a suivi. Dans les chancelleries, on ne se demande plus seulement ce que Washington va faire ensuite. On se demande ce que chaque action américaine va déclencher ailleurs, et cette simple question change tout. Car les alliances ne déposent pas uniquement sur la confiance, elles reposent sur la prévisibilité. Pendant des décennies, le système international a fonctionné sur une équation relativement stable. Les États-Unis agissaient, les alliés s'adaptaient, les rivaux protestaient puis le système absorbait le choc. Mais aujourd'hui, cette capacité d'absorption s'effrite. Chaque mouvement produit désormais une onde de choc plus large que prévu. C'est pour cela que la réaction à la menace de Poutine ne se limite pas à Washington. À Berlin, à Paris, à Tokyo, à Séoul, à Riyad, les états-majors et les ministères des Affaires étrangères réévaluent discrètement leurs hypothèses de sécurité. Non pas parce qu'ils doutent de la puissance américaine, mais parce qu'ils commencent à douter de la stabilité du système qu'elle produit. C'est une différence fondamentale. Un système peut être puissant et instable en même temps, et l'instabilité est contagieuse. Prenons l'Europe. Pour les pays d'Europe de l'Est, la clarté américaine est rassurante. Elle signifie que la dissuasion fonctionne encore, que Moscou ne peut pas agir sans risque. Mais pour d'autres capitales européennes, la situation est beaucoup plus inconfortable. L'Allemagne, la France, l'Italie voient immédiatement l'autre côté de l'équation. Si chaque démonstration de force américaine déclenche une escalade horizontale russe, alors l'Europe devient mécaniquement l'un des principaux terrains de friction. Pas par choix, par géographie. Le continent se retrouve coincé entre la volonté américaine de maintenir la crédibilité et la volonté russe de rendre cette crédibilité coûteuse. Et aucun des deux camps ne peut facilement reculer sans perdre la face. En Asie, le raisonnement est encore plus brutal. À Pékin, chaque signal envoyé à Moscou est analysé comme un aperçu de ce que Washington serait prêt à faire ou non pour défendre Taïwan. Si les États-Unis montrent qu'ils sont prêts à imposer des résultats par la force directe, alors la Chine doit intégrer cette variable dans tous ses calculs. Mais en même temps, Pékin observe aussi la réponse russe. Car si la Russie parvient à rendre ce type d'opération stratégiquement douloureux, alors la Chine sait qu'elle dispose elle aussi de leviers similaires. Le monde n'observe pas seulement ce que l'Amérique fait, il observe ce que cela coûte à l'Amérique. C'est une transformation subtile, mais fondamentale. Dans ce nouveau contexte, chaque crise devient un test systémique. Chaque intervention devient un précédent. Chaque précédent devient un argument dans les salles de planification militaire de plusieurs puissances en même temps. C'est cela l'effet domino stratégique, et c'est précisément ce que la Russie cherche à activer. Pas en provoquant une guerre directe, mais en créant un environnement où chaque décision américaine fragilise un peu plus la cohésion du système qui l'entoure, car c'est là le point faible de toute hégémonie. Elle ne tombe pas par défaite frontale. Elle s'érode sous le poids de ses propres responsabilités. Plus elle agit, plus elle crée de friction. Plus elle crée de friction, plus ses partenaires deviennent prudents. Plus ils deviennent prudents, plus elle doit agir seule. Et plus elle agit seule, plus le système devient instable. C'est un cercle. Et ce cercle commence à se refermer. Regardons le Moyen-Orient. Les acteurs régionaux observent attentivement. Si les États-Unis sont prêts à capturer un chef d'État ailleurs dans le monde, qu'est-ce que cela signifie pour les équilibres locaux? Qu'est-ce que cela signifie pour l'Iran, pour la Turquie, pour l'Arabie saoudite, pour Israël? Chacun commence à intégrer l'idée que les règles implicites ne sont plus aussi solides qu'avant. Et lorsque les règles deviennent floues,
les acteurs deviennent nerveux. Et lorsqu'ils deviennent nerveux, ils s'arment, ou ils se couvrent, ou ils prennent des positions plus agressives par anticipation. Encore une fois, ce n'est pas l'intention qui compte, c'est la perception. La Russie joue exactement sur ce terrain. Elle n'a pas besoin de convaincre le monde qu'elle est plus forte que les États-Unis. Elle a seulement besoin de convaincre le monde que l'environnement devient plus dangereux lorsque les États-Unis agissent seuls. C'est une guerre de narratif stratégique, et elle se joue dans les salles de conseil, pas sur les champs de bataille. Le résultat, c'est un glissement progressif vers un monde où les États ne réagissent plus seulement aux menaces directes, mais aux chaînes de conséquences. Et dans ce monde-là, la prise de décision devient plus lente, plus prudente, plus fragmentée. C'est exactement ce que Moscou cherche à obtenir. Non pas la paralysie totale, mais l'hésitation systémique. Car l'hésitation est le pire ennemi de la puissance unilatérale. Et c'est là que cette crise révèle sa vraie nature. Elle ne concerne plus Maduro, elle ne concerne même plus le Venezuela. Elle concerne la capacité des États-Unis à continuer d'agir sans déclencher une recomposition globale des équilibres. Et cette capacité est en train d'être testée en temps réel. Ce qui se joue maintenant, ce n'est pas une confrontation, c'est une transition. Une transition vers un monde où chaque action majeure produit des ondes de choc multidirectionnelles. Un monde où la gestion des alliances devient aussi importante que la gestion des adversaires. Un monde où la puissance brute ne suffit plus. Et dans ce monde-là, la prochaine erreur de calcul ne sera pas locale, elle sera systémique. Il existe un moment dans l'histoire des grandes puissances où le monde cesse de réagir à ce qu'elles font et commence à réagir à ce que leurs actions provoquent. C'est exactement le seuil que nous venons de franchir. La capture de Maduro et la réponse de Moscou n'ont pas déclenché une crise classique. Elles ont révélé quelque chose de plus profond, un changement de phase dans le fonctionnement même du système international. Pendant longtemps, la puissance américaine a opéré dans un environnement où les conséquences étaient largement gérables. Des protestations, des sanctions, des cycles médiatiques. Puis l'ordre mondial retrouvait son équilibre. Ce mécanisme est en train de se gripper. Aujourd'hui, chaque action majeure produit non pas une réaction, mais une cascade de réactions. Et dans un monde interconnecté, ces cascades ne s'arrêtent jamais exactement là où on les a déclenchées. C'est ce que la Russie a voulu signaler. Pas par une démonstration militaire directe, mais par une menace systémique. Une menace qui dit en substance « le monde dans lequel vous pouviez agir sans provoquer de recomposition structurelle est en train de disparaître ». C'est cela le cœur de la nouvelle dissuasion. Non plus empêcher l'action par la peur de la guerre, mais limiter l'action par la certitude de conséquences incontrôlables. Nous entrons dans une ère de contraintes, une ère où les grandes puissances ne sont plus seulement limitées par leurs adversaires, mais par les effets secondaires de leurs propres décisions. Dans ce nouveau paysage, la puissance ne se mesure plus seulement en porte-avions ou en missiles. Elle se mesure en capacité à absorber l'instabilité. Et c'est là que le défi devient existentiel. Car absorber l'instabilité, c'est accepter de vivre dans un monde où chaque crise fragilise un peu plus la structure globale, où chaque victoire tactique crée un nouveau front stratégique, où chaque démonstration de force rend le système plus nerveux, plus armé, plus fragile. Ce monde n'est pas plus faible, il est plus volatile, et la volatilité est beaucoup plus dangereuse que la faiblesse. La Russie, la Chine, les puissances régionales l'ont compris depuis longtemps. Elles n'essaient plus de renverser l'ordre mondial frontalement. Elles cherchent à le rendre de plus en plus coûteux à maintenir. Chaque tension, chaque crise, chaque précédent sert à ajouter une couche de friction. Et la friction est l'ennemi de toute hégémonie. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas l'effondrement de la puissance américaine. C'est sa transformation en un exercice de gestion permanente du risque. Un monde où la liberté d'action existe encore, mais où chaque action a un prix stratégique disproportionné. Dans ce contexte, la vraie question n'est pas de savoir si les États-Unis peuvent encore agir. Ils le peuvent. La vraie question est de savoir combien de fois ils peuvent le faire avant que le système ne devienne ingérable. Et c'est exactement ce calcul que Moscou veut imposer. Non pas par la force brute, mais par l'usure stratégique, rendre chaque décision plus lourde, chaque intervention plus risquée, chaque victoire plus ambiguë. Et à long terme, cela change la nature même du leadership mondial. Un leadership qui n'est plus fondé sur la capacité d'imposer, mais sur la capacité de stabiliser. Or, stabiliser devient de plus en plus difficile dans un monde où chaque acteur important est armé, méfiant et prêt à exploiter la moindre faille.
Le plus inquiétant dans cette évolution, ce n'est pas qu'elle mène automatiquement à la guerre, c'est qu'elle rend les erreurs beaucoup plus dangereuses. Dans un système saturé de tensions, les marges d'erreur disparaissent. Les malentendus deviennent des crises, les signaux deviennent des menaces, les gestes deviennent des provocations. Et plus le système devient tendu, moins il est capable d'absorber les chocs. C'est ainsi que les grandes catastrophes commencent. Pas par la volonté de détruire, mais par l'incapacité de contrôler l'enchaînement des conséquences. Ce que la crise autour de Maduro nous montre, ce n'est pas un monde au bord de la guerre immédiate. C'est un monde entré dans une zone de friction permanente. Une zone où chaque acteur agit en sachant que le système est moins stable qu'avant, mais en continuant quand même. Parce que personne ne peut se permettre de paraître faible. Parce que personne ne peut se permettre de reculer trop visiblement. Parce que la crédibilité est devenue une monnaie plus rare que la puissance. Et c'est là que se trouve le vrai danger. Quand tout le monde joue à la crédibilité maximale dans un système à faible tolérance à l'erreur, le risque de dérapage devient structurel. La capture de Maduro n'est pas la cause de ce monde. Elle en est le symptôme. Un symptôme d'un ordre international qui glisse lentement d'une logique de gestion vers une logique de confrontation indirecte permanente. Un monde où les grandes puissances ne cherchent plus à résoudre les crises, mais à les utiliser, à les modeler, à les instrumentaliser. Et dans ce monde-là, la paix ne disparaît pas d'un coup, elle s'érode, elle devient conditionnelle. Fragile, instable, c'est cela la nouvelle ère. Une ère où la question n'est plus de savoir qui est le plus fort, mais qui peut survivre le plus longtemps dans un système de plus en plus nerveux. Et la vraie tragédie, c'est que personne ne contrôle vraiment cette dynamique. Tout le monde y participe. Personne ne la dirige, et c'est exactement ainsi que les grands basculements historiques se produisent.